Donc l'évaluation, elle avait pour objectif de répondre à plusieurs questions. Je ne vais pas vous présenter tous ces points aujourd'hui. Je vais essentiellement vous présenter quelques éléments sur le parcours antérieur des jeunes et les évolutions qu'on a pu observer au cours de l'accompagnement. Pour cette évaluation, donc, il y a eu deux méthodes qui ont été utilisées. Tout d'abord, une méthode quantitative avec des questionnaires qui ont été diffusés auprès des jeunes. Donc, on avait 109 jeunes qui ont été interrogés tous les 3 à 6 mois pendant 24 mois après leur entrée dans le dispositif. Et on a ensuite des méthodes plutôt qualitatives qui ont été utilisées avec un échantillon de jeunes qui a été interrogé. Donc, on a 23 jeunes qui ont été interrogés. Et aussi des entretiens collectifs qui ont été réalisés auprès des équipes pour étudier l'appropriation du modèle et le vécu des missions. Donc, en premier lieu, je vais vous présenter un peu le parcours de ces jeunes avant leur entrée dans le dispositif. Donc en termes de logement, avant leur entrée dans le dispositif, on avait déjà 2 jeunes sur 5 qui vivaient, dans leur famille ou, chez des proches. On avait 23 des jeunes qui étaient en structure d'hébergement collectif, 18 à l'hôpital et on avait 11 des jeunes à la rue. Globalement, tous les jeunes, enfin une grosse partie des jeunes avaient déjà, vécu en institution, plus des 2 tiers. On a aussi une expérience à la rue qui concernait 6 jeunes sur 10. Et on a des jeunes qui vivaient depuis longtemps à la rue, puisqu'on a 21 des jeunes qui vivaient depuis plus d'un an à la rue. Donc finalement, ce que disent les jeunes sur leur parcours logement, c'est que quel que soit leur lieu de vie, ils étaient plutôt dans des situations délétères, avec des conflits, des risques de rupture de logement voire des jeunes, bon, comme on l'a vu, qui vivaient à la rue depuis plusieurs années. Donc finalement, pour eux, l'intégration dans le dispositif Chez Soi d'abord, c'est vraiment l'occasion de pouvoir disposer d'un logement autonome et de pouvoir expérimenter ce que c'est de vivre dans un logement, vivre seul, et même aussi de la possibilité de se définir finalement un chez soi. Au niveau des soutiens sociaux, avant l'entrée dans le dispositif, donc globalement, la majorité des jeunes disaient qu'ils avaient déjà des personnes ressources, du soutien disponible, principalement sur le plan relationnel, que ce soit les amis, la famille ou aussi des référents sociaux. Les liens familiaux étaient, très fréquents. On a 3 jeunes sur 5 pour lesquels, il y avait des liens familiaux, au moins, chaque semaine. Et finalement, donc ce pool de soutien, de réseaux sociaux, et de soutien social, il va finalement, pour certains jeunes, vraiment s'inscrire d'emblée, dans l'accompagnement, par le dispositif. On a aussi interrogé les jeunes sur, les expériences potentiellement traumatiques qu'ils ont pu vivre au cours de leur enfance, à partir d'une échelle, qu'on appelle l'échelle ACE. Cette échelle, elle étudiait, 10 thèmes. Par exemple, on retrouve, les abus émotionnels, physiques ou sexuels. On a aussi, la négligence et ou encore la cohabitation avec une personne alcoolique ou toxicomane au sein du foyer. Ce qu'on voit, c'est que, pour, pour la grande majorité des jeunes, la quasi-totalité, on a au moins une expérience potentiellement traumatique, qui est indiquée par ces jeunes. Et les 2 tiers des jeunes ont déclaré au moins 4 expériences potentiellement traumatiques. Or, ce que montre la littérature sur ce score ACE, c'est qu'on a un risque très élevé et qui augmente avec ce score, de développer à l'âge adulte des troubles, notamment des troubles d'ordre psychique, émotionnel, ou encore des addictions, des pathologies chroniques ou encore des difficultés sociales. Et ce risque, il est particulièrement élevé quand on dépasse un score de 4. Donc finalement, on voit que, quel que soit le parcours des jeunes, on a des expériences potentiellement traumatiques qui ont été vécues par les jeunes, ce qui va constituer finalement aussi un socle de l'accompagnement
et qui nécessite aussi d'améliorer le repérage de ces situations et leur prise en charge déjà en amont, ainsi que de former aussi les équipes pour accompagner les jeunes dans le psychotrauma. Est-ce que vous... Il y a une personne où il y a un micro qui siffle derrière, si c'était possible de le couper. Normalement, c'est bon. Euh, Enfin, donc toujours sur le parcours des jeunes, parcours antérieur, pour terminer sur la santé mentale, ce qu'on observe, c'est que finalement, le rapport à la notion de trouble psychique et les liens avec le milieu de la psychiatrie, ils vont être variables selon les jeunes. Puisque en fait, on a une reconnaissance des troubles qui va être différente selon les jeunes. Pour certains, cette reconnaissance des troubles, elle est encore très récente. On a la moitié des jeunes où les troubles, où ils déclarent que leurs troubles sont apparus entre 15 et 19 ans, alors que pour d'autres, elles sont apparues plutôt tôt dans leur enfance, puisqu'on a près de 3 jeunes sur 10 qui disent que leurs troubles sont apparus avant 11 ans. On voit aussi qu'on a à peu près on a 7 jeunes sur 10 qui sont suivis sur le plan psychiatrique avant leur entrée dans le dispositif. 85% avaient déjà été hospitalisés en psychiatrie. Et on a la moitié, quasiment la moitié des jeunes qui avaient eu au moins 3 hospitalisations en psychiatrie. Donc, à partir de ces parcours antérieurs, on a construit ce qu'on appelle une typologie statistique qui permet de définir des parcours types. Et chaque jeune a été classé dans le parcours dont il se rapproche le plus. Donc le premier parcours qu'on a construit, c'est le parcours qu'on a nommé le parcours placement. Ça va être plutôt des jeunes, souvent d'origine étrangère, qui vivaient plutôt en structure d'accueil, qui n'ont pas de contact avec leur famille et pas de personnes ressources. Le deuxième parcours, c'est le parcours famille et formation, avec des jeunes avec plutôt un lien fréquent avec leur famille, un niveau d'études plus élevé, moins de séjours à la rue et un suivi addictologique un peu plus fréquent. Le troisième parcours, c'est le parcours psychiatrie, avec des jeunes qui disposent plus souvent de la H, qui ont plus de vie psychiatrique, plus d'hospitalisation et qui ont plus de personnes ressources. Et enfin, le dernier groupe, c'est le parcours précarité sociale, avec des jeunes qui ont déjà connu la rue et la prison, qui n'ont pas de ressources financières, qui disposent de peu d'aide de personnes ressources et qui sont peu suivis sur le plan psychiatrique. Donc maintenant, je vais vous présenter les évolutions qu'on a pu observer à partir de l'entrée dans le dispositif et jusqu'à 2 ans après leur entrée. Donc au niveau du logement, la première chose qu'on a pu observer, c'est qu'on a un accès finalement très rapide dans le logement. 3 mois après l'entrée, quasiment tous les jeunes disposaient d'un logement. Et on a un bon maintien dans un logement, puisque donc on est à 18 mois après l'entrée, on est encore à 90% des jeunes dans leur logement. On passe à 80% à 24 mois. On a pu aussi regarder le passage en bail direct de ces jeunes. Donc à 24 mois, on est à 12% des jeunes qui étaient passés en bail direct. C'est plus que ce qu'on observe dans un chez-soi d'abord généraliste, même si ça reste quand même minoritaire. Et c'est notamment lié aux contraintes institutionnelles, en particulier les délais de réponse qui rendent plus difficile ce passage en bas direct et qui ont aussi amené les équipes à finalement s'adapter, notamment parfois en proposant de faire des demandes de logements sociaux dès l'entrée dans le dispositif, avant finalement que le jeune ait pu aussi expérimenter le logement et formaliser ses envies. Et enfin, pour le logement, toujours sur les déménagements, on a un quart des jeunes qui avaient déménagé au moins 2 fois sur les 2 ans de suivi. Et ces déménagements, ils sont finalement plus souvent liés aux jeunes qui souhaitent améliorer la qualité de son logement. Et parfois, Oui. par contre, ils vont être liés à des plaintes de voisinage ou enfin, liées à un tiers, notamment à des pratiques d'habileté, par exemple pour les jeunes qui vivaient à la rue précédemment, qui peuvent avoir des pratiques d'habileté qui créent des nuisances.
Donc, ce qu'on voit pour le logement toujours, c'est que selon le parcours antérieur des jeunes, le logement, il va représenter, selon eux, à la fois une promesse d'autonomie, de répit, aussi de la sécurité, la possibilité de travailler à d'autres insertions, et c'est aussi pour eux une forme de statut social. Mais ce logement, il va aussi présenter un certain nombre de défis pour les jeunes, ce qui va nécessiter aussi parfois un soutien par le dispositif. Ils vont notamment devoir s'approprier le logement, l'entretenir. Ils vont avoir plus de responsabilités au niveau du budget et des démarches administratives. Et ils vont aussi disposer de plus de temps seul. Et ce temps seul, le sentiment de solitude, il a été évoqué par plusieurs jeunes lors des entretiens. Ce qui a conduit certains jeunes aussi à expérimenter la décohabitation. Ces cohabitations, elles peuvent être plus ou moins formelles, voire parfois même plus ou moins consenties, ce qui a aussi conduit aussi parfois les équipes à accompagner les jeunes dans la régulation des relations sociales. Donc au niveau des soutiens sociaux, donc il reste, important pendant l'accompagnement. Il a en particulier augmenté, pour les jeunes du parcours placement et précarité sociale qui initialement avaient moins de personnes ressources. Et au niveau des liens familiaux, donc on n'a pas eu d'évolution en termes de fréquence. Par contre, on a une évolution en termes de qualité des relations, puisque le jeune, il va disposer du fait de du fait qu'il vive en logement autonome, il va disposer de plus de marge de manœuvre pour, réguler ses liens familiaux. Ce qui va conduire certains jeunes finalement à rompre ces liens ou les diminuer. D'autres jeunes, eux, vont préserver ces liens, mais le fait d'être en logement va réduire les conflits. Et d'autres jeunes encore, eux, vont recréer ces liens grâce au fait qu'ils vivent en logement autonome. On a aussi, des pratiques qui sont propres aux jeunes, puisqu'on va voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont utiliser les réseaux sociaux et qui vont y trouver, du soutien sur le plan relationnel, par ces réseaux sociaux. Sur le plan, psychiatrique, on voit une augmentation du suivi psychiatrique pour les jeunes du parcours précarité sociale qui initialement avaient peu de suivi. La perception du suivi psychiatrique, elle va être différente selon les jeunes. Pour certains, ils vont y trouver un soutien indispensable. Pour d'autres, on va avoir une certaine lassitude du suivi, ce qui va parfois les inciter à interrompre leur suivi et ou leurs médicaments, au moins pour un certain temps. Sur les hospitalisations, on a pu observer une baisse entre 6 mois après l'accompagnement et 18 mois après, le début de l'accompagnement. Par contre, on a observé ensuite une hausse à 24 mois, mais cette hausse, elle est plutôt liée à des jeunes issus du parcours, psychiatrie qui, pour lesquels, en fait, il y a un besoin en santé mentale qui s'est confirmé pendant l'accompagnement avec des hospitalisations plus fréquentes, mais majoritairement sans contrainte. Ce qui leur permet aussi de prendre part, plus active dans leur accompagnement en santé mentale. Au niveau de la socialisation professionnelle, on a pu observer une hausse de l'activité, donc que ce soit activité, c'est soit formation, soit, emploi. On a observé une hausse de l'activité principalement sur la première année d'accompagnement, puis on a plutôt une tendance à la baisse. Mais finalement, ce que disent les jeunes, c'est qu'ils souhaitent trouver un emploi, ils souhaitent s'insérer, à la fois pour des raisons financières, mais aussi finalement pour leur santé et pour le statut social, que ça leur permet d'acquérir. Mais ce qu'on voit et ce que confirment les équipes, c'est qu'on a quand même des difficultés de maintien dans un emploi qui sont principalement liées à des incompatibilités entre leurs, troubles et les conditions d'emploi qui peuvent être finalement exigeants et sans souplesse par rapport à leurs troubles. Et ces situations de décalage entre à la fois d'un côté, les envies du jeune, de s'insérer professionnellement et les démarches importantes, que ça va nécessiter. Heu et en même temps, d'un côté, on va observer, le peu d'insertion professionnelle. Donc ça va vraiment créer un décalage entre ces 2 situations et créer des difficultés pour les jeunes.
faute des solutions institutionnelles pour qu'ils aient des conditions d'emploi adéquates. Euh, Au niveau des budgets, on a observé une hausse des ressources financières dès 6 mois après l'entrée dans le dispositif et en particulier pour les groupes précarité sociale et placement où on avait moins de ressources financières initialement. Cette hausse des ressources financières, elle est principalement liée à la hausse de l'AAH, avec 84% des jeunes qui en disposent à 24 mois. Cette l'AAH, ça va permettre finalement de répondre aux besoins fondamentaux des jeunes, afin d'un autre côté, ils puissent se mobiliser sur d'autres dimensions de leur socialisation. On a pu observer aussi une hausse des mesures de protection, avec près de la moitié des jeunes qui sont sous mesures de protection à 24 mois, principalement des curatelles. Ces curatelles elles vont être perçues différemment selon les jeunes, mais globalement plutôt positivement. Pour certains, ça va être une limitation de leur autonomie, mais pour d'autres, ils vont plutôt la percevoir comme un soutien important pour la gestion administrative et financière. Et on a même certains jeunes qui disent qu'ils finalement, ils ne veulent pas augmenter leur autonomie sur le plan financier parce que c'est une trop grande contrainte pour eux. Enfin, pour terminer, sur le soutien social apporté par le dispositif, donc globalement, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils disent avoir une meilleure qualité de vie perçue grâce au dispositif. Ils ont cité le dispositif sur plusieurs dimensions en termes de soutien apporté. Donc tout d'abord, on a sur l'accès au logement, bien sûr, mais plus largement, ils vont évoquer le soutien matériel, notamment par exemple pour meubler les logements, et aussi l'aide humaine que peuvent apporter les équipes pour l'aménagement ou encore pour la, la gestion administrative. Le dispositif elle va être aussi très fortement cité par les jeunes pour le soutien émotionnel qu'il peut apporter. En fait, c'est de par la position de l'équipe en tant qu'écoute et évaluation si besoin, mais finalement sans jugement ou directif. En fait, le dispositif il va vraiment permettre aux jeunes d'élaborer leurs propres choix, de les affirmer, les expérimenter aussi, mais aussi de les évaluer. Et donc, on voit que finalement, on a 73% des jeunes qui déclarent se sentir plus équilibrés émotionnellement, pardon, grâce enfin, à l'aide du soutien du dispositif. On en a 76% qui disent aussi que leur avis est pris en compte et 64% qui disent qu'ils peuvent mieux définir des objectifs dans la vie. Euh, mais ce positionnement de l'équipe en tant que donc, comme je vous l'ai présenté, en tant qu'écoute et d'évaluation sans jugement, euh, il peut, il peut nécessiter un certain temps pour les jeunes pour se l'approprier. Et les bienfaits qu'ils vont pouvoir retirer de ce positionnement, ils vont aussi varier selon les moments de leur accompagnement. Et finalement, il y a deux autres points qui paraissent très importants pour les jeunes dans cet accompagnement. Ça va être la disponibilité de l'accompagnement et aussi sa modularité en fonction des besoins du jeune selon les périodes. Donc, pour conclure, on a pu voir que les jeunes suivis par le dispositif présentent de réelles spécificités par rapport aux personnes plus âgées accompagnées classiquement dans le 1 chez soi d'abord, ce qui va donc nécessiter un accompagnement adapté à leurs besoins. On a pu voir par exemple qu'ils avaient eu peu d'expérience de logement ou de vivre seuls. Ils ont souvent en recherche d'autonomie et de découverte de leurs envies. Et ce que disent les équipes finalement, c'est qu'avec les jeunes, ça bouge beaucoup. Et que du coup, ils ont beaucoup de projets et qui peuvent aussi évoluer avec le temps. Ils ont aussi des spécificités liées à leur âge, notamment l'utilisation des réseaux sociaux, ce qui a conduit aussi les équipes à s'approprier ce mode de communication pour communiquer avec les jeunes.
On a un suivi sur les parcours antérieurs des jeunes qui peuvent être très différents d'un jeune à l'autre. Et donc, les besoins en termes d'accompagnement aussi vont varier d'un jeune à l'autre. Ce qui suppose que ces parcours antérieurs, faudrait les prendre en compte dès l'entrée dans le dispositif pour adapter l'accompagnement en fonction des besoins des jeunes. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que quels que soient les parcours antérieurs, le dispositif, il vient donner des chances à des jeunes qui ont été confrontés à de nombreuses difficultés malgré leur âge, notamment en termes d'expériences potentiellement traumatiques. Et on a 3 éléments qui sont ressortis comme très importants selon les jeunes dans l'accompagnement. Ça va être le fonctionnement du dispositif comme boîte à outils, donc sans jugement ou contrainte, qui vient permettre de leur offrir de la latitude pour se construire. La disponibilité des équipes et la constance de la relation dans le temps. On a vu aussi avec l'évaluation des effets positifs de l'accompagnement, notamment le bon maintien dans le logement, les ressources financières qui augmentent ou encore le taux d'activité qui augmente. Mais dans le même temps, il y a quelques blocages liés à l'environnement social et institutionnel qui ont pu être observés, pour le bail direct notamment et aussi principalement pour la stabilité de l'emploi qui nécessiterait donc de trouver des solutions pour permettre ce maintien dans l'emploi. Donc, je vous remercie à tous. J'ai fini cette présentation. Je vais laisser la parole à Vincent Lézac, qui est le directeur du Un chez soi d'abord de Toulouse, pour qu'il vous fasse un point retour d'expérience sur le dispositif. Bonjour, merci Adeline. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Monsieur Pélisson de nous avoir invités sur ce temps d'échange. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que je commence, enfin, que je fasse une présentation ou que je réponde aux questions. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Oui, vous avez vu qu'on a déjà quelques questions en Oui, ligne, hein. Il y en avait une qui, c'est pour ça voilà, vous les avez vues, hein, qui était de savoir si on pouvait en dire un peu plus sur les relations de soutien. Après, on a des questions, par exemple, sur savoir quels sont les professionnels qui composent l'équipe, Ouais. ou quels sont les outils qui ont pu être utilisés pour évaluer et favoriser l'autonomie des jeunes et leur faculté à habiter en logement. On va peut-être commencer par ces questions-là, ce qui va me laisser le temps de me renseigner auprès de nos organisateurs, hein, du CRAIORES, pour savoir si on a des financeurs qui sont présents, donc côté DIAL ou ARS, pour les questions autour de savoir si on aura un appel à projet cette année. Je pense que c'est trop tôt parce qu'on n'a pas encore nos délégations de crédit, mais on a peut-être qu'effectivement un des participants a la réponse. Allez-y, Monsieur Lézac, on vous écoute. Merci. Donc, par rapport aux relations de soutien, il faut savoir que ce dispositif, du coup, c'est un accès au logement et le logement, c'est un média de soins, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le média qui fait que les jeunes soient intéressés pour venir sur le dispositif. Et à partir de ce logement, du coup, une équipe pluridisciplinaire va proposer un accompagnement dit orienté rétablissement en santé mentale. Cette pratique du rétablissement, en fait, elle a pour vertu principale de mettre la personne au centre de ce parcours d'accompagnement. Alors, quand on dit ça, ça reste un peu flou. En fait, l'idée, c'est on ne décide, nous, jamais rien sans eux. On est force de proposition, on est force d'hypothèse, on va dessiner avec les personnes qu'on accompagne des parcours, mais ça ne reste que des propositions. C'est à eux, en fait, de se mettre en action. Et donc, on va soutenir cette mise en action. Donc, le soutien, il peut être sur tous les aspects de la vie que vont nous proposer les jeunes. Que ce soit de l'emploi, comme vous l'expliquez Adeline, mais c'est aussi sur l'accompagnement à la vie sexuelle, l'accompagnement à la vie sociale, l'accompagnement à faire des courses. Le panel est tellement hétérogène qu'en fait, les besoins sont extrêmement différents d'un jeune à l'autre. Et l'enjeu de ces équipes, c'est de toujours pouvoir s'adapter aux besoins de la personne là où elle en est au moment de la rencontre. Donc le soutien, il est sur énormément d'aspects. C'est difficile en fait de catégoriser les espaces de soutien. Alors bien sûr, il y a le côté sanitaire, le côté logement et le côté addiction. J'ai vu qu'il y avait une question sur les porteurs du dispositif et M. Pélisson a commencé la présentation en parlant de la transversalisation
des méthodes et des cultures de travail. Donc, nous, nos porteurs, c'est Solia Haute-Garonne sur la partie logement, l'hôpital Gérard Marchand pour la partie psychiatrie et l'association régionale Clémence Isor sur la partie addiction. Et donc, l'enjeu de ce dispositif, c'est de faire rencontrer ces cultures de travail qui ont souvent du mal à dialoguer, à se comprendre, et du coup, à créer une culture propre de travail qui intègre, c'est des méthodes intégrées en fait, qui vont intégrer ces 3 champs dans le cœur de nos équipes et de nos réflexions. La partie du travail, elle se fait, mais on n'est pas spécialisé là-dessus. Et d'ailleurs, on réfléchit à offrir des solutions là-dessus dans un futur plus ou moins proche. Sur l'élargissement du dispositif, je sais qu'il y a des projets, puisqu'il y a d'autres dispositifs, puisqu'Adeline vous a présenté la recherche qui a eu lieu sur Toulouse et Lille. Mais aujourd'hui, on a 4 nouveaux sites qui ont ouvert déjà, Dijon, Lyon, Bordeaux et Saint-Étienne. Et je sais que la DIA a la volonté à essaimer ces dispositifs. Sur la question des outils. Donc les outils, donc, comme je vous l'ai dit, nous on travaille sur la question du rétablissement. Et le rétablissement, c'est une philosophie d'accompagnement, on peut dire, qui part des usagers. Et donc ces usagers ont également produit et proposent du coup des outils pour mieux accompagner les personnes dans leur parcours de rétablissement, notamment ce qu'on appelle le plan d'intervention ou plan de rétablissement, où on part du rêve de la personne, parce qu'on part des rêves sur ces dispositifs, puisqu'on est là pour susciter l'espoir. Et donc, ces outils vont permettre, à partir du rêve, de dégager des projets sur lesquels on propose aux jeunes d'être accompagnés. Ensuite, sur la composition de l'équipe, donc ces équipes, il y a des psychiatres, médecins addictologues. Donc là, on est sur du moins d'un ETP sur les 2 fonctions. Donc, ce n'est pas non plus très pourvu en médecins, mais c'est quand même important de le noter. Des IDE, donc des infirmiers diplômés d'État et infirmières diplômées d'État, pour 4 ETP à peu près, des travailleurs sociaux, assistants de service social et DUXP, pour à peu près 4 ETP également. Une psychologue, puisqu'on va travailler sur un dispositif médico-psychosocial. Et enfin, et ça pour nous c'est vraiment l'une des spécificités, c'est vraiment fondamental, on travaille avec des médiateurs santé-pairs. Donc c'est des personnes qui vont avoir des parcours de vie comparables aux personnes qu'on accompagne, à savoir usagers de la psychiatrie, ayant connu des addictions ou connaissant les addictions, ayant vécu la grande précarité, la rue, etc. Donc voilà comment sont constituées nos équipes sur les chez-soi. Et ça, c'est des modèles que vous retrouvez sur le chez-soi jeune et sur les chez-soi classiques. Pour la question de l'Occitanie, l'appel à projet, je sais qu'il y a des questions de développer aussi des modèles ruraux. Si vous voulez, le chez-soi, d'abord, aujourd'hui, il y a 3 modèles. Il y a 4 modèles, pardon. Il y a les modèles à 100 places, comme vous avez à Toulouse. C'est les ACT classiques, les premiers dispositifs. Ensuite, on a le chez-soi rural, qui là va être plus un dispositif départemental. Et là, c'est 2 villes qui vont du coup travailler ensemble sur le développement de ce projet, sur une animation de territoire. Du coup, c'est du 55 places. Il y a aussi le modèle des villes moyennes, à 55 places également, comme Pau, Saint-Étienne, Besançon, etc. Et enfin, le modèle jeune à 50 places, qui est le dernier venu, puisque les 2 dispositifs Lille et Toulouse ont été autorisés depuis le 1er janvier 2025, puisqu'avant ça, on était en phase expérimentale. Peut-être simplement vous parler des principes fondamentaux de ces dispositifs, puisqu'autour de la question du rétablissement, il y a aussi comment on articule tout ça avec des principes. Déjà, on part de la loi, c'est-à-dire que le premier principe du chez-soi d'abord, ça vaut pour les jeunes et les autres dispositifs, c'est le logement est un droit fondamental. On l'a mis en premier dispositif parce que les équipes vont s'appuyer sur la loi commune à tous. Le dispositif ne va pas rajouter de la loi à la loi, c'est-à-dire que s'il fait cadre social, c'est la société, donc c'est les voisins, c'est les services que les jeunes vont vouloir mobiliser pour avancer dans leur projet, etc. Merci Adeline. Donc du coup, le logement est un droit fondamental. Et ça, c'est vraiment aussi résonance avec le fait qu'on ne va pas rajouter des interdictions. Les personnes, ils viennent comme ils sont et c'est à partir de ce qu'ils sont qu'on va les accompagner. L'accès rapide à un logement ordinaire, comme vous l'avez dit Adeline, il y a environ 3 mois avant d'accéder à un logement, la proposition de logement est très rapide. Dès la première rencontre, en fait, on va préparer le jeune à la deuxième rencontre qui va être justement la question du logement. Du coup, le jeune va pouvoir faire des choix. Et ça, c'est l'autre axe fondamental, c'est la question du choix. Accompagner ces jeunes, c'est aussi leur apprendre à faire des choix et à les assumer. La question
de la responsabilité que ça engendre de choisir telle ou telle voie. On se rend compte que ces jeunes-là, dans les différentes prises en charge qu'ils ont pu avoir précédemment, la question du choix est pas claire pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment du mal à se décider et en général, ils demandent à l'équipe de faire les choix pour eux. Et c'est là où les accompagnements peuvent prendre plus de temps parce que nous, on tient à ne pas faire de choix pour eux. C'est leur choix qui va permettre après de travailler la question de la responsabilité. Et donc, l'une des premières choses qu'on va travailler avec les personnes, c'est ayez confiance en vous, sentez-vous prêt à faire des choix. Se tromper, c'est pas grave, mais il faut essayer. Donc la question du choix et surtout quand la personne est rencontrée, il faut qu'il y ait une réponse rapide par rapport à ça parce que sinon il y a une perte de sens à l'intégration du dispositif. C'est pour ça que les choix de logement sont rapides, mais la décision de la personne va prendre plus de temps. Et ça, on accompagne les jeunes là-dessus. Ensuite, le choix de la personne dans son agenda. Une fois que la personne est chez elle est chez elle. C'est du logement d'abord. Si elle ne souhaite pas qu'on vienne chez elle, on ne vient pas chez elle. Comme disait un éduc chez nous, quand on rentre chez les personnes, on s'essuie les pieds. Ce n'est pas nos appartements, ce sont les leurs. Et c'est également le cas pour les visites à domicile. C'est-à-dire que nous, on va proposer des créneaux de visite et c'est les jeunes qui vont choisir sur quel temps on va venir les voir, qu'est-ce qui est le plus commode pour eux. Le matin, ben non, j'ai du mal à me lever, on va plutôt privilégier l'après-midi, puis ça ne marche pas, on va essayer d'autres choses, etc. Le quatrième principe n'est pas pour les jeunes. C'est le principe des ACT autant que nécessaire. Ça, c'est le premier dispositif classique. Pour les jeunes, la prise en charge va être limitée dans le temps. Ça, c'est des choses qu'on a travaillé avec les jeunes. Nous, à la base, on était partis pour leur proposer 10 ans d'accompagnement, par exemple. C'est eux qui nous ont dit non, dans 10 ans, c'est beaucoup trop. Dans 10 ans, on sera plus jeune. Donc, du coup, ce qui a été décidé avec eux, c'est 3 ans. À leur arrivée, ils ont une prise en charge de 3 ans garantie. Et à partir de là, un contrat renouvelable tous les ans, maximum pendant 4 ans. À la base, on voulait faire 6 ans, mais on s'est rendu compte que les jeunes qui rentrent à 18 ans, ben à 6 ans, ils ont 24 ans. Et à 24 ans, les minima sociaux ne sont pas encore accessibles pour tous. Et donc, le RSA hein, principalement. Et donc, une année dérogatoire est envisageable dans ce genre de situation. En gros, on ouvre les droits pour 7 ans si le jeune en a envie. Ils peuvent arrêter l'accompagnement quand ils le souhaitent. Et donc, le logement. Donc, l'accompagnement est orienté rétablissement, je vous en ai rapidement parlé. La stratégie réduction des risques et des dommages, ça, c'est fondamental également pour nous parce que au-delà de travailler sur les questions d'addiction avec les jeunes, c'est la philosophie qui a pu être développée par tout ce secteur sur l'accueil bas seuil. C'est-à-dire accompagner les personnes sans jugement, là où elles en sont et comme elles le veulent. Et ça a été très développé par cette sphère de travail-là. Et clairement, nous, le rétablissement, entre guillemets, à la française, hein, parce que c'est beaucoup de dire ça, mais on l'a adapté et beaucoup d'inspiration de la philosophie d'accompagnement développée par la réduction des risques, les XAPA, les CARUD, etc. Engagement soutenu mais non coercitif. Donc là, je reviens à la question. Il n'y a aucune obligation de traitement sur le dispositif, aucune obligation d'arrêt des toxiques. Les animaux sont les bienvenus. Enfin voilà, l'idée, c'est de lever les freins au maximum pour l'accès au logement. Et le dernier principe est, à notre sens, extrêmement important et il peut être mal compris. La séparation entre la gestion locative et l'accompagnement de l'équipe pluripro, on va dire. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit dans les équipes, il y a aussi des CESF et on a une spécialiste de l'immobilier qui vraiment gère le pool d'appartements, puisqu'on a 160 appartements avec les deux dispositifs à Toulouse. La CESF, elle va travailler sur tous les aspects administratifs du logement, l'ouverture des droits, la CAF, etc. et tout l'accompagnement. Elle est plus spécifiquement repérée sur le logement, si vous voulez, au même titre que le psychiatre va être plus repéré sur le soin. Et du coup, la question de la séparation, c'est de permettre à des jeunes qui vont arrêter les logements, parce qu'ils ont le droit de se dire, ben là, je ne suis pas prêt, mais de continuer à bénéficier de l'accompagnement pour envisager un retour vers un logement ou vers une solution adaptée. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au principe. On m'avait dit 10 minutes, j'ai peut-être un peu dépassé, je suis désolé. Il n'y a pas de souci parce que tu as déjà répondu à des questions. Alors, qui peut orienter les jeunes vers ce dispositif? Je continue, je me permets, Monsieur Pélisson? Non, mais je vous en prie, j'allais vous en prier. Justement, vous avez vu, il y a d'autres questions. Oui, j'ai vu, je remonte les questions du coup. Donc, qui peut orienter toute personne en contact avec ce type de profil, mais sachant qu'il faut impérativement qu'un médecin, que ce soit un psychiatre ou un médecin généraliste, atteste que la jeune personne, vit des troubles psychiques.
Ici, on est vraiment sur une question de symptômes et pas de diagnostic. Hein. On ne veut pas du tout faciliter ou donner envie de faire des diagnostics précoces. Donc, c'est vraiment quelque chose contre lequel on est très réticent. L'idée, c'est qu'on puisse attester, qu'un médecin atteste que la personne est en train de vivre un moment à caractère psychotique dans sa vie. À cet âge-là, ça bouge énormément. Et le fait d'envisager un diagnostic, en fait, aujourd'hui, c'est une condamnation sociale, un diagnostic psychiatrique. Donc, l'idée, c'est d'éviter ça. Et donc, on demande aux psychiatres ou aux médecins simplement d'attester de la symptomatologie des personnes. Les logements sont en diffus. On a comme objectif de ne pas mettre plus de 2 apparts du dispositif dans la même résidence qu'on tient. Et voilà, donc c'est que des appartements en diffus. Après, on peut s'adapter. S'il y a des volontés de colocation, ce qui n'a pas été le cas à Toulouse, mais ailleurs, ça a été le cas, on est adaptable. Et là, on va capter des appartements. On va essayer en tout cas de capter des appartements en lien avec les demandes des jeunes. Alors, sur le rural, je ne suis pas un spécialiste. Mais en fait, alors attendez, le dispositif sinistré. Alors, il n'est pas envisageable en l'état. Je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question. Pour nous, il est envisageable parce que, en fait, la question de la santé mentale ne se limite pas du tout à la question de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est l'accueil de crise pour la santé mentale. Je vous parle de l'hospitalisation. Les CMP, par exemple, vont travailler au fil de l'eau sur du maintien on va dire, de l'aspect curatif du soin, du lien et du travail. Mais nos équipes, si vous voulez, elles vont travailler à une santé mentale globale positive. Et pour ce faire, la psychiatrie est importante, hein, ça peut être même essentiel, mais ce n'est pas du tout le seul objet de travail, bien au contraire. Vous allez me dire que je caricature, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Une promenade au bord du canal pendant 1h30, ça peut éviter une hospitalisation. Donc, si vous voulez, nous, on est sur une idée de santé mentale globale, holistique. On ne travaille pas uniquement la question de psychiatrie parce que c'est vraiment trop enfermant. Et surtout, les jeunes ont pu connaître du coup des parcours de psychiatrie en pédopsie notamment. Et l'articulation entre, c'est aussi un enjeu énorme pour nous, l'articulation entre les ressources de l'adolescence et adulte, qui n'ont plus rien à voir. En pédopsychiatrie, je vous donne un exemple, la psychiatre connaît la tante, l'oncle, la famille élargie par leur prénom, enfin, ils ont une connaissance. En psychiatrie adulte, le psychiatre, du fait de la saturation et des modalités d'intervention, connaît que le prénom, que le nom de famille de la personne qui va recevoir en face de lui. Donc, si vous voulez, il y a un gap énorme entre ces prises en charge et on le retrouve aussi sur la question du logement. Par exemple, l'autonomie sur le logement est très, très compliquée pour ces personnes. Donc, l'articulation de tous ces dispositifs est fondamentale. Et on va travailler vraiment sur d'autres aspects pour arriver sur la question de la psychiatrie, parce que souvent, cette question-là, elle est déjà cadenassée chez les jeunes. Donc, l'idée, c'est de revenir sur cette question après avoir travaillé des choses positives, sur des aspects de santé mentale bien plus globales. La question des GEM aussi, des groupes d'entraide mutuelle sur ces questions de santé mentale est fondamentale, la santé communautaire, etc. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. N'hésitez pas à me relancer. C'est équivalent de logement issu du parc public. Alors non, pas du tout. On n'a que moins de 10% de nos appartements qui sont en parc public et on en a beaucoup chez les jeunes qui ont fait du coup des demandes. Donc, c'est pas le pool, n'est pas notre pool de logement, c'est voilà, par des CIPLO notamment, ça peut se faire, mais c'est l'entrée de ces jeunes dans des appartements HLM. Pour tous les autres appartements, c'est des bailleurs privés. On a une intermédiation locative spécifique, puisque notre intermédiation locative, elle est de 7 300 € à l'année. Là, on n'est pas sur de l'intermédiation locative, par exemple, de la politique du logement d'abord, qui, je crois, est autour de 2 400 € l'année. Les difficultés d'accès au logement. Mais du coup, nous, notre modèle IML, quand même, je pense que M. Pellisson le connaît bien, il permet des garanties auprès des bailleurs privés. Donc, du coup, les bailleurs privés, ils y voient un intérêt. Et du coup, la question derrière ça, c'est le glissement de bail qui est bloqué, puisque c'est des bouts glissants qu'on va contractualiser avec les propriétaires. Et aujourd'hui, le système, il garantit énormément de choses tant que le bail est glissant. Une fois que le bail a glissé, toutes ces garanties disparaissent pour les propriétaires qui restent réticents. Non, la demande ne passe pas par le SIAO parce que, en fait, le SI du SIAO ne permet pas de gérer le secret médical. Et nous, sur notre entrée, il y a la question du secret médical puisqu'il y a diagnostic ou en tout cas attestation médicale
sur la situation psychique, notamment de la personne. Mais on va aussi demander à décrire quelques comorbidités, notamment addictives, qui ne sont pas un préalable à l'entrée dans le dispositif, mais bien souvent, on se rend compte que les personnes qui arrivent ici ont aussi des comorbidités addictives. L'admission est inconditionnelle. Alors, on parle d'inconditionnalité chez nous. En fait, l'inconditionnalité, c'est un cap. En tout cas, à l'admission, les critères sont les suivants. De 18 à 22 ans échus, il ne faut pas avoir plus de 3 il faut pas avoir plus de 23 ans. Parce que moi, je disais une question en même temps, je suis perdu. La grille MCAS, du coup, je vois qu'il y a une question, est dans le dossier de candidature. C'est une grille qui va permettre d'évaluer le niveau de besoin des personnes. Et donc ça fait partie, du coup, du dossier de candidature. Si la personne a trop, on va dire, de compétences, elle n'est pas éligible chez nous. Sur la question voilà, il faut qu'elle ait des droits ouvrables, donc titre de séjour ou carte d'identité française, et qu'elle puisse avoir des droits ouvrables à la CAF notamment. Et enfin voilà, la difficulté qu'on va avoir, c'est sur les ressortissants européens qui n'ont pas travaillé, par exemple. Où là, il y a un vide puisqu'il faut qu'ils travaillent pour ouvrir leurs droits, et souvent ils ont des problèmes en termes de capacité à trouver du travail. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette question de l'entrée. Donc, non, on n'est pas inconditionnel, puisqu'il y a des conditions à l'entrée, mais on essaye à ce qu'elles soient le plus basse possible. Pourquoi pas plus de 23 ans? Parce qu'on a le dispositif chez soi d'abord, en fait, qui prend en charge ces personnes. Et en fait, on a voulu limiter, on était parti sur 18-25 à la base. Et en fait, quand on rencontre les jeunes à 25 ans, il s'est déjà passé des choses, notamment sur l'ouverture possible des droits et tout ça, et c'était moins pertinent comme prise en charge. Tac, tac. Donc, le PTSM. Donc, le PTSM, on est très lié avec eux. Leur Bagesse, on se voit souvent. C'est un lieu important pour nous, et notamment avec cette année au sujet de la santé mentale, qui est une grande cause nationale, et le PTSM est très partie prenante là-dessus. Donc, on est très en lien avec eux. Sur les points d'écoute jeunes également, on travaille en étroite collaboration avec eux, quels qu'ils soient d'ailleurs sur Toulouse. Nous, nos porteurs, c'est Clément Cisard, par exemple, mais on travaille avec tous les acteurs de la réduction des risques. Notre porteur psychiatrique, c'est Marchand, mais on travaille aussi avec les cliniques privées, les infirmiers libéraux à caractère psy, les psychiatres libéraux. Sur tous les aspects, en fait, on décloisonne. Nous, on n'est pas du tout sur des guerres de chapelle ou des filières, on va dire. Nous, justement, l'idée, c'est de sortir des filières. Avec l'ASE, donc l'ASE, en fait, il y a beaucoup d'orientations qui viennent de l'ASE, et puis on a des jeunes qui sont orientés d'autres structures, mais qui sont aussi passés par l'ASE. Donc l'ASE, et donc on travaille avec, en général, les référents ASE qui nous ont orienté les personnes. On travaille également avec les missions locales, notamment sur des questions de revenus et sur des questions d'emploi. Et c'est tout à fait, enfin, si vous voulez, à la base, il y avait une question d'éviter les sorties sèches d'ASE aussi, hein, donc c'était un des enjeux de ce dispositif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se situe en amont. C'est un dispositif de prévention, en fait, le Chez Soi Jeune. C'est les chercheurs, les consoeurs et confrères d'Aline disent que les personnes à la rue sont rentrées dans des carrières psychiatriques, des carrières de toxicomanie, des carrières de psychiatrie. L'idée, c'est de couper ces circuits et de permettre à ces jeunes d'avoir le plus de chances possible de réaliser leurs projets, leurs rêves, ce qui les habite. C'est 22 ans révolus. C'est 22 ans et 364 jours pour l'entrée. Voilà. Alors, le dossier de candidature, pour ce faire, je vous invite à ne pas hésiter à m'envoyer un mail. Je vais mettre mon adresse mail dans le chat. Ok, donc vous m'envoyez ce mail, hop, je l'ai mis. Une fois que le mail est reçu, moi je le transfère, vous êtes rajouté à la liste des adresseurs, et du coup vous aurez toutes les informations lorsque les commissions seront ouvertes. Elles ne sont pas ouvertes régulièrement, en fait elles sont ouvertes par rapport au nombre de places dont on dispose. Alors, il n'y a pas de liste d'attente. Du coup, nous, il y a une commission, et comme il y a des dossiers médicaux, on est obligé de supprimer les dossiers après la commission. Donc, si vous voulez, les jeunes qui ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a faute de place, on peut dire si le dossier est éligible ou pas.
Mais par contre, on ne va pas nous garder, créer une liste d'attente parce que le sens est perdu. Et on avait remarqué à l'époque où on l'avait fait que les équipes, du coup, attendent ça. Alors heureusement, quand même, il y a d'autres dispositifs que le Chez Soi Jeune qui existent. Et du coup, c'est un empêchement un petit peu d'aller vers d'autres dispositifs. Donc l'idée, c'est d'éviter ce système-là aussi. Voilà, donc on va petit orienter. Les CHRS, non. Par contre, les CHU, oui. On va être plus sur des dispositifs d'urgence que sur des CHRS. On estime que les gens qui sont dans le CHRS ont déjà plus de capacité ou de possibles. Même si nous sommes hors Toulouse pour orienter, alors c'est des maillages territoriaux, donc je ne peux pas vous le garantir. Moi, je ne suis pas décideur de ce qui se passe sur la commission, mais il est sûr qu'on privilégie les acteurs du territoire. On va pas inclure des gens qui viennent d'autres départements. Même plus loin de Toulouse, c'est compliqué. Et puis, il faut que les jeunes souhaitent habiter à Toulouse aussi. Oui, j'ajoute un mot, hein, sachant effectivement que vu la population de Toulouse, elle doit représenter un sixième de l'ensemble de l'Occitanie. Donc on voit bien l'effet de saturation avec par la population des jeunes qui sont sur Toulouse, indépendamment des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Tout à fait. Alors, là, j'ai une question sur l'ADPAP. Alors non, on n'est pas trop en lien avec eux. Je suis désolé, je ne peux pas trop vous en dire plus du coup. Est-ce que c'est saturé? Là, aujourd'hui, on a 50 places. Notre objectif, c'est d'être toujours saturé, en fait, hein. Malheureusement, on a suffisamment de demandes pour ça. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de place libre. Parce que nous, on est financé. Hein, donc, du coup, l'idée, c'est qu'il y ait toujours… Mais du coup, on fait des moments on anticipe les sorties des personnes et on va proposer des commissions. Alors, le problème, c'est que des fois, on peut faire une commission pour 2 ou 3 personnes et on va avoir 20 candidatures. Ça, c'est la réalité qui se présage. Que la branche placement ne concernait que les parcours MNA. Avez-vous des orientations de l'ASE hors MNA? Alors, on n'a pas de MNA parce que, enfin, je peux me tromper, hein, je ne suis pas spécialiste, mais les MNA, pour moi, c'était aussi des gens qui étaient issus de l'immigration et dont les questions de papier étaient en jeu. Je peux me tromper. Il me semble que dans vos statistiques, que la branche placement ne concernait que des parcours MNA. Alors, si c'est ce cas, je me trompe. En tout cas, nous, l'ASE est quelqu'un qui nous oriente, mais ce n'est pas que ces parcours-là, en tout cas, qu'on va inclure. De Béziers, non. Je pense qu'il ne sera pas reçu. Enfin, vous pouvez essayer. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais je pense que si vous orientez de la prison de Béziers, le dossier ne sera pas… Je le pense, je ne suis pas sûr. La liste de ces dispositifs en Occitanie, ça va vite en Occitanie parce que pour le moment, à ma connaissance en tout cas, il y a Montpellier, Perpignan et Toulouse qui ont des dispositifs chez soi. Montpellier, c'est 100 places. Perpignan-Tuire, c'est le fameux 55 places dit rural. Et Toulouse, du coup, on a un chez soi 100 places, donc pour les plus de 23 ans sans limite d'âge, et le chez soi jeune. Voilà. Et par contre, il me semble quand même que si on voit les circulaires, évidemment, la dette et les services de M. Pélisson sont des partenaires ultra privilégiés pour nous, hein, puisque nous, toute la partie logement dépend de ça, mais c'est un dispositif qui est autorisé par les ARS. Et il me semble que les appels à projets peuvent plus venir du coup du circuit médico-social. Il me semble, là, je peux me tromper. Et je sais que les dettes sont très dynamiques sur ces questions, hein, si vous les interrogez sur vos territoires, parce que de plus en plus, quand même, on a des demandes et je sais que la DIAL est de plus en plus sollicitée sur ces questions-là par les dettes. Donc, à mon avis, voilà. Comme c'était un peu parasite, j'ai répondu directement pour ce qui me concerne dans le chat, donc je ne ferai pas de commentaires, on n'est pas sur un chez soi d'abord, mais je vous laisse effectivement la main. Oui, pardon, il y a un seul GCSMS pour les deux chez soi à Toulouse par les mêmes porteurs. Alors, en toutes lettres, pour éviter les acronymes. GCSMS, pardon, Groupement de coopération sociale, médico-sociale. L'enjeu, c'était de créer une coquille. Là aussi, c'était suite à l'expérimentation, c'était de créer une coquille juridique qui permette du coup de créer un établissement médico-social. La question de l'association s'est posée.
L'enjeu, c'est comme il y a l'hôpital avec du droit public et puis les deux associations de droit privé, le GCSMS a été validé par la DIAL et du coup, aujourd'hui, tous les dispositifs chez Soi d'abord sont obligatoirement constitués en GCSMS. Par contre, un GCSMS peut porter plusieurs dispositifs. Si ça vous convient, on va peut-être arrêter sur les questions vu l'heure qui défile. Après, si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours les écrire, on va essayer d'y répondre. On va vous passer une vidéo pour conclure qui a été faite lors des intersites du Un Chez Soi d'abord de 2023 à Lille, qui justement donne la parole aussi aux jeunes. Donc, je vais vous la partager. Alors, on n'entend pas le son parce que je ne sais pas si on va l'entendre. En fait, il y a une petite manip à faire que je ne maîtrise Alors, pas. je l'ai faite. Vous l'avez faite? Génial. Oui, mais du coup, c'est bizarre si vous entendez pas. Ça y est. À part contourner un verre, on ne peut pas forcément faire. Les 3-4 mots qui résument HSA d'abord jeune, je dirais amical, professionnel et sympathique. L'accompagnement, l'apaisement et aussi surtout être entouré de professionnels. Liberté, procrastination de temps en temps, ensuite responsabilité, combat de tous les jours. Pour moi, le Chez Soi d'abord jeune, c'est des outils. Ça nous aide avec le logement, le financement, la sociabilisation, partir dans les droits communs. Alors en tant qu'équipe d'orientation, donc 3 mots qui définissent le Chez Soi jeune, c'est le fait que ce soit adapté au public qu'on rencontre, relativement flexible et approprié en tout cas, voilà. Prévention de la rue et aussi diminuer au maximum les conséquences des troubles psychiques et des addictions. Ça serait tout d'abord le non-jugement, ensuite l'écoute et surtout la tolérance et leur laisser place à l'expérimentation. Accompagnement, chose importante aussi pour moi, c'est partenariat, travail en réseau surtout, et écoute des besoins du jeune. Pas de côté, approche centrée sur les ressources, sourire, plaisir. Ouvrir les possibles, permettre à ces personnes d'enclencher des projets qui leur appartiennent. C'est ça, se travailler autour des choix et des responsabilités, toujours avec l'espoir et faire vivre les rêves. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui est faites quand même qui sont pas des infractions constitutionnelles. Pour moi, le Un Chez Soi d'abord, je dirais que c'est déjà quelque chose d'innovant parce que c'est des pratiques d'aller vers les personnes, parce que ça intègre complètement la question des travailleurs pairs, par exemple. Je dirais aussi que c'est fun, c'est du plaisir aussi et de l'aventure. Je dirais aussi que c'est des pratiques de rétablissement, tout l'espère, quoi, l'espoir, le soutien, la responsabilisation individuelle, le plaidoyer, l'empowerment. Et puis, c'est effectivement le logement, donc les déterminants sociaux de la santé, en tout cas dans des accompagnements individuels. Le premier Un Chez Soi, il accompagne des jeunes. Le dispositif, il nous aide à avoir des appartements, il nous aide pour trouver du travail, tout ça. S'il y a des problèmes, il nous aide pour régler tout ça. Avoir mon appartement tout seul, ça m'a permis d'être fier et très joyeux. Alors accéder à un logement autonome, qu'est-ce que ça permet? Un premier pas vers la même vie mais en différent. Peut-être en mieux, pouvoir commencer à se poser, peut-être protéger, construire des repères qu'on choisit et non pas des repères qui nous soient imposés. Et puis commencer à faire des rencontres, que ce soit avec d'autres professionnels ou d'autres personnes qui vont continuer à nous, je sais pas, je reprendrai l'image d'un sac à dos de ressources qu'on va remplir, quoi. En tant que professionnel, je trouve que l'accès au logement autonome pour les jeunes, ça leur permet tout d'abord d'avoir un lieu qui est vraiment bien à eux, où ils puissent se sentir en sécurité et surtout pouvoir le personnaliser à leur manière et selon leurs besoins.
Ça nous aide à reprendre confiance en nous. Dans mon expérience au logement, ça m'a permis de faire des tests, des erreurs et d'apprendre du coup de plusieurs logements que j'ai pu faire et me rendre compte que c'était pas forcément le moment. Donc ça m'a appris à comprendre qu'il y a des trucs que j'arrivais pas à gérer, donc c'est une bonne expérience en gros. Et que plus tard, je sais que j'aurai plus les mêmes erreurs, je vais pas recommencer les mêmes erreurs quoi. Ça m'apporte qu'on trouve un logement pour les jeunes, qui nous aide, les gens qui sont à la rue, et eux qui sont en difficulté avec la famille. Vivre tout seul dans mon appartement, ça m'a permis de grandir un peu, parce que vivre dans un Chadaron, c'est pas super. Donner un logement aux jeunes, ça permet aux jeunes de se poser, de construire son projet de vie, ce qui est inaccessible lorsqu'on est dans la rue et l'objectif c'est de survivre. Et là, on peut se projeter, avoir un projet de vie conçu et ailleurs que dans la survie. Ça permet une sécurité psychique, physique, et donc la possibilité de pouvoir imaginer la suite. Ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une forme de souplesse dans l'accompagnement qui est proposé aux jeunes, et il me semble que c'est un public qui nécessite vraiment cette adaptation finalement à l'accompagnement, partir du besoin du jeune. Les personnes qui sont accompagnées, elles ont des idées, elles ont des envies, et donc c'est un moment qui me paraît absolument incontournable et dont il faut pouvoir se saisir, et donc c'est la société de pouvoir effectivement mettre les moyens sur cette période qui est une période charnière pour éviter les ruptures, éviter des situations de détresse de manière globale. Mais le dispositif de chez soi d'abord, l'idée c'est aussi d'être préventif, donc d'inclure des personnes qui soient très haut risque de passage à la rue, qui n'ont pas vécu ça, et d'éviter qu'ils vivent ce passage à la rue. Et donc d'être vraiment dans une prévention primaire par rapport à tous les risques. Ça implique, on en parlait avec les équipes aussi des autres régions, ça implique quand même un souci d'autonomie. Il y a un accompagnement certes, mais on ne met pas tout sur un plateau, on fait avec, on ne fait pas pour. C'est ne pas justement tout donner sur un plateau, c'est pas aider les jeunes, les accompagner, on leur donne les clés pour. Par exemple, moi je croyais que ça allait être trop le foyer, que ça allait être pareil et tout. Et ça fait pas effet de non, je dois demander ça à l'éducateur, non, je dois faire ci, non, je dois faire ça. Ça m'a permis de m'évaluer moi-même en tant que jeune homme, de sortir de mon cocon familial qui était devenu trop nocif pour moi. Ça m'a permis de pouvoir vraiment avoir une grande liberté d'action, notamment pouvoir aller au cinéma tout seul, pouvoir découvrir un peu le monde tout seul en fait. Ça m'a vraiment permis de m'ouvrir davantage que ce que j'étais à l'époque où j'étais plus renfermé. Puis il y a aussi la stabilité géographique qui permet de mettre en place un accompagnement, un environnement qu'on apprend à découvrir petit à petit mais qui reste fixe. Et ce qui permet aussi de se poser psychiquement pour beaucoup de personnes. Après avoir eu une vie, soit d'errance ou des moments où on perd un peu les repères, ça permet de refocus les choses autour d'un lieu. Et un lieu qu'on espère être le plus sécurisant et le plus porteur de bien-être pour ces personnes qu'on accompagne. Mais participer avec toi à la première rencontre pour justement favoriser la présentation et la relation de confiance, pour après vous laisser collaborer et travailler ensemble. Mais d'abord que vous collaboriez d'abord avec eux. Le petit truc en plus de chez soi d'abord jeune, c'est l'autonomie. Ce qui me vient à l'esprit, c'est quand même l'accompagnement qui est vraiment complet, que ce soit avec les professionnels du dispositif, dans mon cas le CMP, des professionnels de santé, ensuite des professionnels auxquels on ne pense pas toujours, comme les assistantes sociales pour les papiers, les questions, les trucs comme ça. Mais aussi surtout les professionnels du dispositif qui permettent de rencontrer un médiateur, une infirmière, des tas de choses comme ça. Vous nous aidez en fait, ça aide à pas être à la rue. Parce que si vous êtes à la rue, après, si vous ne trouvez pas le dispositif, d'abord vous êtes à la rue toute la vie. C'est surtout de venir en aide aux jeunes qui sont très vite défavorisés, qui finissent par se retrouver dos au mur en se disant « mince, je sais pas quoi faire, je sais pas vers qui me tourner, je sais pas à quelle aide j'ai droit ». Tout ça, ça permet d'accompagner et de placer efficacement un jeune ou une personne un peu plus adulte. C'est pas toujours les mêmes éducs qui parlent avec nous. Et là, il y a un psychologue si on a envie de parler, on a un psychiatre, on a des éducateurs, médiateurs pairs.
Si je devais résumer le Un chez soi d'abord jeune, ce serait le logement pour eux, d'avoir des repères, une équipe pluridisciplinaire qui les accompagne. Du coup, ça leur permet d'éviter d'être à la rue ou un retour à la rue s'ils en ont déjà eu un, et de pouvoir se poser à un endroit qu'ils trouvent sécurisant pour eux. Un accompagnement dense et la possibilité de s'appuyer sur un réseau tout aussi dense. Par rapport à d'autres dispositifs, ce serait le soutien conditionnel à tous les projets de vie, quels qu'ils soient. Ce serait par exemple le jeune qui est dans le refus de la norme sociale, le travail, la famille, eh bien on le soutient dans son projet. Même s'il y a eu des exemples de jeunes qui voulaient retourner à la rue ou vivre la vie à la rue, eh bien on travaille ce projet de vie avec eux pour qu'ils aient c'est l'expérimentation en fait. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences positives. Mais c'est donner aux jeunes la chance de pouvoir expérimenter ce qu'ils veulent. C'est que l'idée du Un chez soi d'abord, déjà dans le dispositif, c'est d'intégrer énormément de choses, que ça soit par l'accès direct au logement, cette vision de rétablissement, et par l'équipe pluridisciplinaire et la façon assez atypique de travailler de l'équipe pluridisciplinaire. Je resterai quand même avec mon idée aussi de prévention sur la question du trouble psychique, peut-être plutôt prévention tertiaire, puisque les jeunes qui sont orientés vivent avec une souffrance psychique qui peut être très différente d'un jeune à un autre, et d'éviter les complications, et notamment les complications sociales du trouble psychique, les complications psychiques, somatiques aussi, mais aussi sociales. Voilà. Les jeunes, au contraire, l'espoir est vraiment présent. Ça crée beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation aussi pour les professionnels à mieux accompagner. Ça, c'est un point qui est vraiment central. Le fait qu'on les voit plus souvent aussi, ça crée des liens peut-être plus proches. Et du coup, il faut aussi qu'on soit très fin sur le positionnement qu'on peut leur proposer. On ne se substitue pas à leur premier environnement ou au droit commun, mais on va essayer de fluidifier tout ça. Et après, sur la question des jeunes, il y a la question de ce qu'on a repéré, c'est la question du psychotrauma. C'est quelque chose qu'on voit partout, là, ça devient quelque chose d'important à travailler. Et on se rend compte que c'est vraiment central, je pense, dans tout développement futur. Et ça, c'est le chez soi jeune qui nous a permis de mettre le doigt dessus, aussi parce que c'est des choses qui sont beaucoup traitées aujourd'hui. La spécificité du chez soi d'abord jeune, c'est l'adaptation, le fait de pouvoir graduer finalement l'accompagnement au regard de ce que va demander le jeune, de suivre la direction qu'il trace et de pouvoir le soutenir en allant chercher des ressources peut-être plus originales aussi. Je pense que ce dispositif il fait appel à la créativité du public, mais aussi des professionnels. C'est spécifique qu'on essaie de prendre le temps, peut-être et avant tout qu'on accompagne la personne là où elle est, comme elle est, indépendamment des conditions dans lesquelles elle vit et des choix de vie qu'elle a fait jusque-là. Donc l'idée, c'est plutôt d'accompagner ses choix et de l'aider à pouvoir prendre des décisions éclairées finalement pour la suite de sa vie. Notre objectif, c'est que la personne puisse nous dire à un moment que sa qualité de vie, elle est satisfaisante et qu'elle a plus besoin de nous. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de nouvelles questions. En tout cas, merci Vincent d'y avoir répondu en même temps. Alors, le support de présentation que je vous ai présenté, alors j'ai pas vos mails, donc je ne sais pas si, sauf si monsieur, je le transmettrai à monsieur Pélisson. Oui, sur volontiers. Allez-y, Adeline, je vous en prie. Sur la vidéo, il me semble qu'elle avait été rendue publique, donc je dois pouvoir la... Vincent, je ne sais pas si tu peux le confirmer. Donc on peut aussi vous partager le lien. Voilà, je pense qu'on peut terminer sur ça. Je ne sais pas si vous avez un mot, monsieur Peut-être Pélisson. acceptez-vous tous les deux de mettre votre adresse mail dans le chat pour des personnes qui auraient encore des questions qui ne seraient pas... auxquelles il n'y aurait pas pensé tout de suite. En vous remerciant en tout cas, merci beaucoup Vincent Lézac, merci Adeline Beaumont, merci Agnès Kabranchenko d'avoir proposé il y a déjà plusieurs mois ce webinaire qu'on avait dû reporter parce qu'il y a eu effectivement une journée il n'y a pas très longtemps justement sur le Un chez soi d'abord à Toulouse, donc on a voulu faire les choses avec un petit peu de recul et de distance.
Merci aux 132 personnes qui ont assisté. Alors, on n'est plus que 111, mais 132 personnes qui ont assisté à la visio. Et effectivement, on va mettre en ligne l'enregistrement du webinaire avant la fin de la semaine et vous recevrez par mail à la fois le lien vers la vidéo et le support PowerPoint qui a été présenté. Merci à tous. Merci encore aux organisateurs, aux intervenants et puis bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci.
Bon, déjà, ça c'est fait.